On s'attend à un dénouement rapide à La Haye. Le commando japonais qui détient 9 otages à l'ambassade de France pourrait se rendre à l'aéroport dans les 2 heures qui viennent. L'Europe, c'est aujourd'hui que commence et pour 3 jours à Bruxelles la discussion sur les prix agricoles. Les ministres se sont engagés à prendre une décision. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Après la violence, après les nouvelles menaces de ces jours derniers, on peut enfin espérer un retour à une situation plus normale. Et tout d'abord à La Haye, où un dénouement semble approcher. Je vous rappelle la situation. 9 otages et 3 membres d'un commando japonais ont passé une 4e nuit dans les locaux de l'ambassade de France à La Haye. Mais il y aurait du nouveau et tout de suite, j'appelle en direct Jean-Pierre Chapelle qui se trouve sur place à La Haye. Jean-Pierre Chapelle. Eh bien, effectivement, il semble qu'il y ait du nouveau. D'après ce que nous avons pu savoir, Yutaka Furuya, le japonais qui était détenu par les Français à bord d'un Mystère 20 sur l'aérodrome de Schiphol, a quitté vers 11 h ce Mystère 20 dans une voiture de police. Il y a eu un cortège de voitures de police et ce cortège est parti vers La Haye. Mais nous suivons ici en permanence les images que vous allez avoir dans un instant, car il y a un journal en direct sur la télévision hollandaise. Vous allez avoir ces images dans un instant. Pour le moment, Furuya n'est toujours pas arrivé à l'ambassade, où l'on dit que les otages partiraient vers 15 h. Alors, un bruit, je vous dis bien un bruit qui court, c'est que Furuya a été gardé auprès d'un hélicoptère qui se trouve dans une caserne de l'armée hollandaise, à quelques centaines de mètres de l'ambassade. Et c'est au pied de cet hélicoptère que se ferait l'échange entre les otages détenus par les 3 Japonais et Furuya. Mais il y a d'autre part une information, c'est que l'autoroute plutôt, La Haye-Schiphol, va être interdite à la circulation à partir de 1 h 30. Donc nous ne savons pas encore si les otages vont partir par la route ou par cet hélicoptère. Sur l'aérodrome de Schiphol, les 2 Mystère 20 sont maintenant en état de vol, les pleins ont été faits, les entrées d'air dégagées, et on ne sait pas si ces Mystère 20 vont être utilisés au moment du départ du 707. D'autre part, vous le savez donc, ce Boeing 707 d'Air France est prêt. Il a un équipage composé de 2 pilotes privés hollandais et d'un mécanicien anglais. Hier après-midi, ces 2 pilotes et le mécanicien ont essayé le Boeing 707, car vous savez qu'entre les compagnies, souvent, il y a des différences d'aménagement. Ils ont essayé le 707 pour être prêts à intervenir. Voici où nous en sommes. J'espère que durant le cours de ce journal, nous allons avoir d'autres informations à vous fournir et surtout des images. Est-ce que vous m'entendez, Jean-Pierre Chapelle? Oui. Si je comprends bien, donc l'échange entre Furuya et les otages se ferait donc à l'ambassade. Il y a 3 hypothèses. Il se ferait soit à l'ambassade, soit au pied de l'hélicoptère qui transporterait tout le monde sur l'aérodrome de Schiphol, soit au pied du 707 à Schiphol. Mais pour le moment, je ne puis vous donner aucune précision. Bon, donc à tout à l'heure. Le gouvernement français suit bien entendu sans interruption le déroulement de ces événements. Ce matin, M. Poniatowski, le ministre de l'Intérieur, s'est entretenu de cette affaire avec M. Giscard d'Estaing et avec le Premier ministre, M. Jacques Chirac. C'est au ministère de l'Intérieur que la liaison est établie en permanence avec les autorités hollandaises. Sur place, Jacques Hébert. Ici, comme depuis le début de l'affaire, c'est le blackout le plus total ici au ministère de l'Intérieur. On ne peut rien apprendre sur ce qui se passe à La Haye. Vous l'avez dit ce matin, M. Chirac, M. Poniatowski se sont entendus pendant 1 h 30 avec le président de la République. On ne sait pas ce qui s'est dit. À rajouter qu'ici, on dit que des mesures exceptionnelles de sécurité ont été prises sur les aéroports de Roissy, d'Orly et du Bourget, et que même des tireurs d'élite auraient pu prendre position sur les toits de ces aéroports. Voilà, c'est tout. Donc, oui, je voudrais vous signaler que notre programme doit se poursuivre après ce journal. L'antenne sera ouverte et qu'au fur et à mesure des événements, nous vous tiendrons bien sûr au courant. Donc, après le journal, ne coupez pas votre poste si vous voulez savoir ce qui se passe à La Haye. Jean-Pierre Chapelle, vous m'entendez toujours de La Haye? Je vous entends et en ce moment, Robert Werner est en ligne. Ce qui paraît de plus en plus certain, c'est que l'évacuation se fera à 15 h. On a assisté tout à l'heure à une sorte de répétition générale. Des hélicoptères de la marine hollandaise se sont posés à côté du Mystère 20, mais on ne les voit pas, je crois, d'ici. Oui, Robert Werner se trouve, l'échange lui... se fera sur cet aéroport, à quelques mètres de nous, à 150 mètres environ. C'est entre la baie vitrée, nous nous trouvons dans le hall B32 et l'aéroport, une espèce de no man's land, on sait difficilement ce qui se passe.
Il y a Jean-Pierre Chapelle à l'ambassade. Il y a plusieurs chars d'assaut qui viennent de prendre position sur l'aile gauche de l'aéroport. Les Français et les Hollandais veulent pousser les négociations le plus possible, tout régler pour qu'au dernier moment, à cause d'un détail, tout ne soit pas compromis. Jean-Pierre Chapelle. Il y a ici, à Schiphol, dans les halls différents, beaucoup de personnes, des passagers en transit qui viennent, qui regardent, qui se posent des questions et qui guettent évidemment le mystère 20. Le Boeing se trouve on ne sait trop où, dans un hangar. Nous l'avons cherché tout à l'heure, nous ne l'avons pas trouvé, mais nous saurons en tout cas d'ici une demi-heure, une heure, où et comment les choses se passeront exactement ici, à Schiphol. Et nous vous rappellerons. À vous, Oui. Cognac G. Oui, Robert Werner est donc en direct depuis l'aéroport de Schiphol. Jean-Pierre Chapelle à La Haye, vous m'entendez toujours depuis l'ambassade? Bien, nous ne sommes pas pour l'instant en liaison avec Jean-Pierre Chapelle, donc je pense que d'un instant à l'autre, nous le rappellerons. Allô Paris, m'entendez-vous? Oui, Jean-Pierre? Allô Paris? Nous entendions un instant Jean-Pierre Chapelle qui Oui, avait vous peut-être m'entendez? une information. Jean-Pierre? M'entendez-vous? Allô? Oui, Jean-Pierre. Oui, on parle d'un échange des otages à l'ambassade même, mais sous toute réserve. Bon, d'accord. Écoutez, vous nous rappelez dès que vous avez du nouveau. Entendu. Nous allions donc parler de l'Europe, du marché commun. Le mois de septembre est souvent propice aux réunions européennes, mais elles ont cette année un objectif particulièrement précis. Relancer les projets de la construction européenne, en particulier économique et politique, qui étaient bien élaborés dans les textes, mais qu'il est difficile d'appliquer. Les ministres des Affaires étrangères des 9 étaient hier à Paris, ils sont aujourd'hui à Bruxelles. Hier, ce sont les ministres des Finances qui étaient réunis au siège du marché commun et ils ont reconnu unanimement qu'il était nécessaire de trouver un système commun pour remédier au déficit des pays partenaires dont la balance des paiements est touchée par la hausse des prix du pétrole. Le ministre français, M. Fourcade, a proposé pour sa part un plan de relance monétaire avec la création d'une nouvelle unité de compte et l'émission d'un emprunt communautaire. Le Conseil des ministres des Finances va étudier cette proposition et prendra une décision prochainement. À partir d'aujourd'hui, ce sont les ministres de l'Agriculture qui prennent le relais. Pendant 3 jours, ils doivent rechercher le moyen de remédier à la crise actuelle. Ce qu'attendent surtout les agriculteurs, c'est un relèvement des prix à la production d'au moins 8%. Le Parlement européen vient de proposer 6%. Les ministres pencheraient plutôt pour 4%. La discussion sera difficile. Les agriculteurs de tout le marché commun espèrent que la manifestation qu'ils avaient organisée dans tous les pays hier aura montré leur détermination aux instances européennes. Sur le plan intérieur, vous vous en souvenez, au mois de juillet, des aides avaient été accordées aux agriculteurs. Quelle est, 2 mois plus tard, la situation? Nous avons pris un exemple dans le centre de la France, la Saône-et-Loire. L'agriculture, chacun le sait, dépend de nombreux facteurs qui échappent à l'homme et toutes les années ne sont pas bonnes pour toutes les productions. Pourtant, comme 73, 74 aurait pu être favorable. Mais la situation économique générale n'a pas manqué de se faire sentir. D'un côté, freinage des prix de vente pour enrayer l'inflation, de l'autre, augmentation des coûts de revient. En juillet, des mesures d'urgence ont été prises pour aider les agriculteurs. Mais l'avenir reste incertain et par exemple, pour la viande, les cours à la ferme sont très bas. Il y a 2 ans, on avait peut-être eu, c'était un peu exagéré, mais on vendait la bonne bête, on vendait 12 francs. En carcasse. En carcasse, oui. Ah oui, on parle de carcasse, puis maintenant c'est 1000. 10 francs. 10 francs, c'est la moyenne. Comment? Si c'est un vieux qui a 4 sous d'avance, il va tenir encore 1 an ou 2. Puis si c'est un jeune qui a des dettes, ça pourrait pas aller. L'année dernière, on vendait des babilles, 11 francs 20 kilos. Cette année, on les a vendus 9,20, les mêmes bêtes. Et actuellement, si vous vendiez des bêtes, est-ce que les cours ont remonté? Actuellement, non. Non, je ne pense pas que les cours ont remonté. Alors au mois de juillet, oui, il y a eu des décisions qui ont été prises. Vous avez touché ces fameuses primes à la vache? Oui, nous avons touché ces primes à la vache. 200 francs par vache. C'est-à-dire un total? Un total de 3000 francs. Et qu'est-ce que ça représentait pour vous? Finalement, ça représente peu de choses. Ça rembourse un petit peu les pertes qu'on a eues par la mévente de notre bétail. Et ça compense aussi un petit peu l'augmentation de nos coûts de production, l'augmentation par exemple du prix de la ficelle, du gazoil. Ces primes et les autres aides ont apporté un certain souffle aux agriculteurs, mais le commerce n'a pas repris. On constate une baisse de la consommation, il y a eu des importations et l'on se demande maintenant si on ne produit pas trop de viande.
On est en somme forcé, remarquez, parce que tout le monde s'est outillé après les fameuses prévisions du gouvernement qui sont fausses. Tout le monde a investi, on a créé des écuries, on a aménagé des cultures, et on est un petit peu forcé, beaucoup sont forcés de continuer dans la voie qu'ils ont choisie. Monsieur Guillou, pourquoi ces ventes sauvages? Eh bien, pour montrer à l'opinion publique les difficultés que nous rencontrons au niveau de nos prix actuels, qui ne correspondent pas du tout au prix de revient. Et les prix que nous pratiquons aujourd'hui correspondent, eux, aux prix que nous souhaiterions les vendre, c'est-à-dire au prix de revient. Quels sont dans votre département les secteurs les plus touchés actuellement? Ils sont tous assez touchés. Disons que pour la viande bovine, c'est plus ancien. Il y a 2 ans que les prix à la production ont diminué considérablement. Et ils n'ont jamais été aussi bas qu'actuellement. Mais on peut dire que les productions, qu'elles soient légumières, qu'elles soient avicoles ou porcines, sont considérablement touchées. Et en ce qui concerne la viticulture, actuellement les viticulteurs ont des difficultés énormes pour commercialiser leur vin à des prix inférieurs de 50 voire de 100% à ceux de l'année dernière. Et surtout, ils ne trouvent pas à le vendre. Ce que nous voudrions surtout, c'est que le commerce reprenne et qu'on puisse envisager des marchés d'une importance relative, car jusqu'à toute l'année 74, on peut dire qu'il ne s'est fait pratiquement rien, sauf dans quelques cas, comme dans certains cas où il y a des contrats avec certains négociants, et des caves qui sont organisées pour travailler au détail. Pour le cas particulier des serristes, nous demandons que de nouvelles mesures soient prises, car devant l'augmentation du fioul depuis 1 an, il faudrait bien, devant les investissements qui ont été engagés et qu'on nous a encouragés à faire il y a 3-4 ans, le producteur va se trouver dans une situation catastrophique et lui n'est pas responsable de la hausse du prix du fioul. Quelle décision attendez-vous maintenant? Eh bien, il nous faut absolument que l'État, le gouvernement français et la Commission de Bruxelles décident une augmentation substantielle des prix à Bruxelles et nous espérons que les 8% nous sont donnés dans les jours qui viennent et qu'une réactualisation réelle se fera au début de l'année 75. Et aussi, il nous faut organiser des circuits de commercialisation, arriver à ce que le producteur puisse pénétrer le plus loin possible au niveau de la commercialisation pour moraliser le marché et que tout le monde y trouve sa part, le producteur, l'intermédiaire et le consommateur. Au moment où s'ouvre aujourd'hui à New York l'Assemblée générale des Nations Unies qui pourrait contribuer à un règlement du conflit de Chypre, 4 violentes explosions ont cette nuit retenti à Chypre provoquant d'importants dégâts. Des échanges de fusillades aussi entre l'armée turque et la garde nationale chypriote grecque sur la route Larnaca-Nicosie. Nombreuses réactions dans les milieux politiques de Washington après la conférence de presse hier de Gerald Ford. Le président américain expliquait pourquoi il avait décidé d'accorder la grâce amnistiante à l'ancien président Nixon. Les milieux démocrates estiment que Richard Nixon ne méritait pas la clémence. Le sénateur démocrate du Minnesota craint même que cette décision ne divise à nouveau l'Amérique. La marine marchande a éclaté comme un formidable coup de tonnerre. Près de 3000 personnes ont manifesté hier soir au Havre contre le désarmement du France. Parmi elles, des responsables nationaux de la CFDT et de la CGT, Michel Rolland et Marcel Caille. Pour eux, le gouvernement doit revenir sur sa décision et négocier. En tête du défilé, de nombreux élus locaux, dont André Duroméa, le député maire communiste du Havre. Plusieurs commerçants avaient baissé leurs rideaux en signe de solidarité, mais il y avait peu de monde sur les trottoirs, comme si la population havraise ne se sentait pas très concernée par cette manifestation. Pour l'instant, le conflit du France est au point mort. D'un côté, les syndicats affirment que le paquebot doit survivre jusqu'en 78, le temps de construire des navires de croisière mieux adaptés. De l'autre, le gouvernement, qui confirme sa décision de désarmer le France à cause de son déficit et de reclasser le personnel, c'est ce qu'a rappelé hier soir M. Durafour. L'équipage du navire, qui en est à son 6e jour d'occupation, est désormais isolé par les autorités maritimes.
Seuls quelques syndicalistes ont le droit de porter aux membres de l'équipage des lettres de leur famille. Quant à la grève de 48 heures de la marine marchande, elle a été largement suivie hier au Havre bien sûr, mais aussi dans la plupart des ports sauf Dunkerque. Les marins continuent aujourd'hui leur mouvement. Ils réclament une nouvelle politique de la marine marchande. Pas de nouvelles pour l'instant de La Haye, mais si vous venez de prendre l'antenne, je vous rappelle qu'il y a quand même des nouvelles depuis le début de ce journal. Un dénouement serait proche, puisqu'il est probable que l'échange entre les 9 otages détenus à l'ambassade par 3 Japonais, l'échange donc entre ces otages et le Japonais Yukata Furaya pourrait se faire entre 14h et 15h. Ce sont les toutes dernières informations que nous donnait tout à l'heure Jean-Pierre Chapelle. Peut-être du nouveau à l'instant, oui. Oui, nous avons Jean-Pierre Chapelle en ligne. La Haye, Jean-Pierre. Jean-François Robinet, vous avez en ce moment sur votre écran la façade de l'ambassade et à droite, la première fenêtre à hauteur du 4e étage. Il y a de temps en temps une tête qui apparaît. Il y a quelques instants, un homme s'est penché et a laissé descendre une ficelle, un câble le long de la paroi. Ce câble touche maintenant le sol. De temps en temps, l'homme se penche, j'espère que nous allons le voir, pour vérifier s'il y a quelque chose au bout du câble. J'ignore ce que les 3 commandos japonais veulent obtenir par ce moyen de liaison, mais il semble qu'il y ait en tous les cas une tentative de contact. D'autre part, une information toute récente m'indique que l'échange n'aurait pas lieu à l'ambassade et que Furuya aurait été, pour le moment, ramené sur l'aérodrome de Schiphol. Voici la façade de l'ambassade. Regardez, tout le monde surveille. Ici, c'est l'ambassade américaine. Les gens se penchent pour vérifier. Je ne sais si nous allons assister à quelque chose. Vous voyez cette petite fenêtre au milieu et à droite de votre écran, la première. C'est par là que tout se passe. Ce que l'on sait, en tous les cas, j'ai une autre information à vous donner. Un professeur japonais se trouvant à l'université de La Haye a écouté hier soir une conversation radio entre Furuya et les 3 commandos de l'ambassade. Et Furuya n'a fait aucune suggestion, il semblait obéir à des ordres. Il a par contre reproché aux 3 terroristes japonais de ne pas avoir fait de mort. Il leur a reproché de ne pas avoir été assez énergiques. Est-il le chef? Est-il simplement un vague exécutant? En tous les cas, il semble particulièrement fanatisé pour reprocher à ces 3 commandos japonais qu'il n'y ait pas eu de victimes. Vous voyez le rideau qui bouge à la petite fenêtre? Allons-nous assister à quelque chose? Pour le moment, je n'ai rien. Je vous rappelle dès que j'ai quelque chose. Oui, effectivement, nous avons vu les rideaux bouger à même 2 fenêtres consécutives, rien d'autre pour l'instant. Je vous rappelle en tout cas que nous appellerons bien sûr tout à l'heure Jean-Pierre Chapelle à La Haye et peut-être Robert Werner sur l'aéroport de Schiphol s'il se passe quelque chose. Mais en tout cas, notre programme se prolongera au-delà de ce journal, au-delà de 13h30, un programme improvisé jusqu'à 15h. Au moins, heure à laquelle un dénouement devrait intervenir à La Haye, selon les informations que nous avons pour l'instant. Revenons en France aux problèmes sociaux, celui notamment de l'entreprise Titan Coder, dont la liquidation des biens a été décidée par la justice, ce qui entraînerait le licenciement des 2700 salariés. 4 usines sont concernées, à Marseille, Maubeuge, Blanc-Ménil et Villefranche-sur-Saône. Le personnel occupe les locaux. Cet après-midi, à 17h30, les fédérations de la métallurgie seront reçues par le ministre du Travail, M. Durafour, à la demande du Premier ministre. Auparavant, elles auront rencontré M. Dornano, le ministre de l'Industrie. Une information qui intéressera les ménagères de la région parisienne, la Chambre fédérale de la boucherie parisienne vient de décider de s'associer à l'opération baisse de 5% sur les prix. Comme nous avons coutume de le faire lorsqu'il y a du nouveau chez nos confrères, je vous signale tout d'abord cette nouvelle publication de Larousse, c'est le numéro 1 de 20e siècle, une encyclopédie du monde contemporain qui dressera par ordre alphabétique le bilan de notre science. Et puis, dans la presse agricole, le numéro 500 du journal Agri7, c'est aussi son 10e anniversaire. Et à cette occasion, Agri7 fait un peu de science-fiction en traçant le portrait robot de l'agriculture de l'an 2000. Panique au Zaïre. Le champion du monde de boxe toute catégorie Georges Foreman s'est blessé hier à l'entraînement et le combat qui devait l'opposer à Cassius Clay Ali le 25 septembre risque d'être ajourné. Aucune décision n'a encore été prise définitivement, mais on en discute ferme en ce moment même entre le gouvernement zaïrois et l'entourage de Foreman. En fait, tout dépendra de la rapidité de guérison du boxeur qui ne souffre que d'une coupure
à l'arcade sourcilière. Mais en boxe, il ne faut pas rire avec ces choses-là. D'ailleurs, Ali, lui, ne rit pas. Il a annoncé que si le combat était ajourné, il demanderait un dédommagement d'1,5 milliard de francs, ce qui ferait tout de même cher le point de suture. Gérard Larousse toujours en tête, Bernard Barniche toujours deuxième. L'épreuve qui se disputait hier à Croix-en-Ternois n'a pratiquement rien changé au classement général du Tour de France automobile. Mais après l'abandon de Munari, l'ancien n'a déjà pratiquement plus aucune chance de gagner une course où les ligiers font la loi. Deux grands jours de football aujourd'hui et demain pour les clubs français engagés dans les grandes compétitions européennes. Pour Monaco qui en Coupe des Coupes rencontre ce soir Francfort, à Francfort ce ne sera pas facile. Pour Lyon qui en Coupe UEFA sera opposé ce soir également aux Luxembourgeois de Differdange, ça le sera un peu plus. Pour Nantes qui se battra demain contre Varsovie, beaucoup moins. Et pour Saint-Étienne qui jouera demain également contre le champion du Portugal, le Sporting de Lisbonne, pas du tout, du tout. Je viens d'avoir Jean-Pierre Chapelle en ligne. Il n'y a rien de nouveau pour l'instant à La Haye, mais il se confirme de plus en plus qu'un dénouement est attendu dans l'heure ou dans les 2 heures qui viennent. Une information nous est parvenue pendant ce journal. André Dunoyer de Segonzac vient de mourir à l'âge de 90 ans des suites d'une bronchite. Ce grand peintre occupait une place à part dans l'art contemporain. C'était le grand doyen de la peinture française de tradition. Mais voyons, rappelons qui était André Dunoyer de Segonzac. Dunoyer de Segonzac était le dernier survivant de tous les peintres français célèbres nés aux alentours de 1880. Il avait été le premier à s'installer à Saint-Tropez. C'était vers 1910. Personne ou presque ne connaissait alors la presqu'île de Saint-Tropez. Il n'y avait que vignes, oliviers, pins, parasols, chênes, lièges. Dunoyer de Segonzac y vécut une vie de peintre. La vie d'un peintre est un peu comme la vie des religieux. C'est une vie contemplative, on est amoureux de la nature et il y a une espèce de communion d'esprit qui se forme entre la beauté de la vie, la beauté de la nature, la beauté de la lumière et l'artiste qui l'observe et qui tâche de l'exprimer. C'est un métier presque religieux. Je dis toujours, un dessin est une prière. Ma vie a commencé en Île-de-France, à Boussy-Saint-Antoine, dans un petit village, à la lisière de la forêt de Sénat, sur les bords de l'Ivillardière. C'est là que j'ai conçu cet amour du terroir d'Île-de-France, de sa mesure et de son charme. J'ai d'abord été baptisé dans cette église et j'ai servi la messe et ma famille avait une banquette qui était réservée tout à peu pour tous les membres de la famille, qui était la famille Percy. Car ma mère était une demoiselle Marie-Amélie Percy. Elle était la petite fille de Percy, l'ancien ministre de Louis-Philippe. Et ma grand-mère Clémence a été longtemps propriétaire du château. Et nous venir régulièrement à l'église. Ils étaient des gens très religieux, très pieux. Ma famille a dû se séparer de cette propriété en 1900. Mais jusque-là, toutes mes vacances de Pâques étaient un enchantement dans cette campagne d'Île-de-France qui, à cette époque, était absolument pure. Le village avait à ce moment-là 250 habitants. J'ai travaillé beaucoup à Périgny, qui est un village tout proche, où la rivière, parce que la rivière, c'est une rivière qui serpente dans la Brie, un peu, j'appelle toujours un peu la couleuvre. Dunoyer de Segonzac était né en 1884. Il fut peintre, mais le dessinateur l'emporta sur le peintre. J'ai toujours dessiné d'instinct, et un dessin très précis, même sur mes cahiers de classe, c'est du domaine de l'inconscient. Il fut peintre, mais avait failli devenir officier de carrière. Il fut un des grands peintres de la guerre 14-18. J'étais spécialisé dans les observatoires d'artillerie. C'est-à-dire que je montais durant la nuit, je changeais un paysage, une vieille cheminée, un arbre étêté, même un monument aux morts, était transformé dans la nuit en observatoire d'artillerie. Le peintre Dunoyer de Segonzac ne donnait qu'un seul conseil. Chaque artiste doit trouver son mode d'expression lui-même. Dunoyer de Segonzac dessina les visages de tous ses amis, dont les romanciers Colette, Carcot,
et Proust sur son lit de mort. Il est 13h25, cela fait maintenant 1 heure environ que nous avons annoncé que quelque chose se préparait à La Haye, un dénouement prochain. Je viens d'apprendre que tout semblait prêt sur l'aéroport de Schiphol pour le départ du commando japonais et de Furuya, du japonais Furuya qu'il compte échanger contre les 9 otages qu'ils détiennent toujours à l'ambassade de France à La Haye. Cela fait 4 nuits que les otages ont ainsi passé jusqu'à présent à cette ambassade. Je vous signale que jusqu'à 15 heures au moins, notre programme sera poursuivi de façon à vous tenir au courant régulièrement des événements, car il est très probable qu'entre 14 heures et 15 heures, le départ du commando pourrait se faire avec l'échange des otages contre le japonais Furuya. Mais je vais rappeler tout de suite Jean-Pierre Chapelle à La Haye pour savoir s'il a du nouveau. Jean-Pierre Chapelle. Eh bien, en ce moment, sur votre écran, vous le voyez, la façade de l'ambassade. Sur la petite fenêtre de droite au 4e étage, une ficelle a été descendue tout à l'heure par un Japonais. On voit d'ailleurs des ombres par moment devant l'une de ces 2 petites fenêtres et une corde a été descendue comme pour récupérer un paquet. C'est comme ça que s'est fait le ravitaillement hier et avant-hier. Donc il semble qu'il se passe quelque chose. Quant aux modalités elles-mêmes, on donne donc 15 heures comme heure probable. On donne comme probable que l'échange se ferait sur l'aérodrome de Schiphol. La zone qui entoure les 2 Mystère 20 a été entièrement bloquée par la police. Il y a même des barrières de sécurité à plusieurs centaines de mètres de cette zone. Et c'est là que se ferait l'échange. Et les Japonais partiraient ensuite à bord du 707 d'Air France, qui est piloté par un équipage de 2 pilotes privés hollandais et d'un mécanicien anglais. On dit aussi que l'ambassadeur Jean Senard, s'il est libéré, et Jacques Senard et les 9 otages seraient immédiatement transférés par Mystère 20 en direction de Paris, aérodrome militaire de Villacoublay. Ceci sous toute réserve, comme toujours. Je pense donc que maintenant nous ne pouvons plus qu'attendre. Je vous signale que, comme d'habitude, les commentateurs néerlandais restent encore pessimistes et ne donnent pas, comme certains, la libération à 15 heures. Mais il semble quand même que cette fois-ci, nous approchions de la fin de ce drame. Bien, nous restons de toute façon en direct par l'image avec l'ambassade de France à La Haye et également avec l'aéroport de Schiphol. Donc à tout moment, nous verrons s'il se passe quelque chose. Et cela, je vous l'ai dit, jusqu'à 15 heures et même au-delà si le dénouement intervenait à ce moment-là. Donc restez à l'antenne. Peut-être qu'au ministère de l'Intérieur, Jacques Hébert aurait également quelques nouvelles à nous communiquer. Jacques Hébert. Bien écoutez, il est toujours aussi difficile d'obtenir une quelconque information ici. C'est le blackout le plus total, je vous le disais. Je vous rappelle simplement l'information que je vous donnais tout à l'heure. Des mesures de sécurité exceptionnelles viennent d'être prises aux aéroports d'Orly, du Bourget et de Roissy en France. Voilà, c'est tout ce que l'on sait. Bien, peut-être de nouveau d'ici la fin de ce journal, et en tout cas sans interruption jusqu'au moins 15 heures et en direct avec La Haye et avec l'aéroport de Schiphol. Avant de nous rendre à la bourse, je voudrais vous signaler que les ministres des Affaires étrangères des 9 venaient de se mettre d'accord à Bruxelles sur les principes d'une politique énergétique commune. Ils ont adopté le texte qui avait été proposé le 23 juillet dernier par la France. Texte qui avait alors échoué à cause de l'opposition de la Grande-Bretagne. La Commission européenne vient de recevoir ce matin même le feu vert pour élaborer un projet complet sur les objectifs d'une politique commune de l'énergie d'ici à 1985. Ce projet sera étudié par le Conseil des ministres des 9 avant la fin de 1974. Et maintenant, nous nous rendons à la Bourse de Paris. Bien, il y a moins d'affolement à la Bourse de Paris ce matin après la tornade d'hier. Le marché a fait preuve d'un peu plus de maîtrise de soi, de sang-froid. Et s'il y a encore des baisses, on constate tout de même un certain nombre de hausses. Les voici. Sur le tableau que vous voyez, vous constatez par exemple que L'Oréal, qui hier avait été réservé pendant 1 heure à la cotation en raison d'un marché vendeur, eh bien s'est redressé de 19 francs. D'ailleurs, on constate que finalement les transactions sont assez faibles. Il n'y a pas du tout de mouvement de panique et c'est simplement l'étroitesse des transactions qui provoque quelquefois des variations de cours extrêmement brutales. Il y a eu un élément tout de même réconfortant, c'est le sursaut de la bourse de New York qui a progressé hier assez sensiblement à la suite de déclarations du président Gerald Ford qui a dit 2 choses. D'abord, il a confirmé
une certaine détente sur les taux d'intérêt à court terme. En effet, les bons du Trésor américain ont vu leur taux baisser de 9% à 8-18%. Ceci est très important car s'il y avait une détente internationale des taux, il y aurait certainement un allègement dans le processus de la crise financière auquel nous assistons actuellement. Et puis le président est en quelque sorte descendu dans l'arène. Il a déclaré que dans un marché aussi survendu que l'est actuellement Wall Street, il y avait de bonnes affaires à réaliser et que lui-même pensait qu'il pouvait y avoir une reprise, même substantielle, des cours. Je vous rappelle qu'à Paris, le marché de l'argent, au jour le jour, est encore à un taux très élevé puisqu'il est de 13,5%. Des baisses, donc, malgré tout, Pechelbronn, Pricel, Esso Standard, Alstom, UCB, certaines valeurs même n'ont pas pu équilibrer à l'ouverture de la bourse leur marché. Ça a été le cas de valeurs comme la Paternelle, qui est pourtant une affaire extrêmement importante, comme CDC, et également comme la Compagnie du Nord. Les exportations françaises se portent bien. Depuis le premier semestre, l'augmentation est de 40%, mais une enquête du moniteur du commerce international précise qu'il n'y a malgré tout qu'un petit nombre d'entreprises qui exportent. Il y en a 1200 qui réalisent les 3/4 des exportations françaises, donc ça c'est un élément de fragilité. Cependant, on constate que les exportations se diversifient et que les zones sont maintenant beaucoup plus diverses, celles qui sont recherchées par les exportateurs. Il y a bien sûr le marché commun pour 25%, mais l'Asie orientale qui vient pour 13%, l'Afrique pour 10%, le Moyen-Orient pour 10%, l'Amérique du Nord pour 10%, l'Amérique latine pour 9%. On constate par exemple donc que le Moyen-Orient maintenant représente pour les exportateurs une zone aussi recherchée que l'Amérique du Nord. Baisse de l'or ce matin, en effet, le lingot a baissé à 23 470, on cotait en effet hier 24 190, même mouvement de bascule sur le Napoléon à 350 francs, ce qui a entraîné une baisse de l'emprunt 4,5%, l'emprunt Giscard, qui vaut ce matin 443 francs 50 contre 452 francs 80. C'était Gérard Vidalanche à la Bourse de Paris. À vous, Jean-François Robinet. Eh bien, nous allons nous séparer pour ce journal, mais je vous rappelle que vous pouvez, si vous en avez le temps, rester à l'antenne, que jusqu'à 15 heures au moins, nous serons en liaison directe avec La Haye. Pendant ce temps, vous pourrez suivre un programme improvisé qui nous permettra d'intervenir à tout moment et en direct de La Haye. Vous voyez actuellement la façade de l'ambassade de France à La Haye. C'est là que tout se déroule. De temps à autre, nous disait Jean-Pierre Chapelle, apparaît une personne d'une fenêtre, la deuxième en descendant du haut. Tout à l'heure, nous voyons des rideaux bouger. Un câble avait été descendu de cette fenêtre, probablement pour prendre un paquet, on ne sait pas exactement. En tout cas, il est prévu que l'échange entre les 9 otages et le japonais Furuya pourrait se faire entre 14 h et 15 h. Tout est prêt sur l'aéroport de Schiphol, avec lequel nous sommes également en liaison directe. Donc, restez avec nous si vous le pouvez. À tout moment, nous appellerons La Haye, soit l'ambassade, soit l'aéroport de Schiphol, pour vous montrer comment se déroulent ces événements. Donc, pour l'instant, vous pouvez suivre un programme qui nous permettra d'intervenir à tout instant. Et dans le courant de la journée, donc, s'il se passait quelque chose, plus tard, nous interviendrons et notre journal à 19h45. Je pense que ce soir, nous pourrons faire le point complet sur cette affaire. Espérons que le dénouement d'ici là aura été favorable. Bonne journée.